Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de notre Nouvel Esprit Public, dont je vous donne brièvement quelques nouvelles. Vos soutiens continuent de nous arriver. Puisse-t-il en être ainsi jusqu'au mois de juillet, jusqu'au 14 juillet, nous dirons. Nous avons ensuite, pendant tout l'été, une série d'émissions thématiques pour lesquelles nous avons, à travers notre lettre d'information, demandé si vous aviez des suggestions, des thèmes, et je dois dire que les réponses sont tellement nombreuses et tellement diverses qu'il va nous falloir un bon moment avant d'arriver à les trier. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu abondamment. Merci aussi de nous avoir soutenus. Selon une tradition qui maintenant va commencer à être bien établie, nous allons donner quelques noms de ceux qui nous ont soutenus depuis le début, soutenus financièrement, et puisse votre nom bientôt rejoindre le leur. Je commence. Bernard Herbert, André Griff, Guillaume Capel et le site internet Film de Lover. François Bujon de l'Étang. Eh bien, moi, je voudrais citer Daniel Landier, Emma Emilio, Emmanuel Manzano-Kestel, Thierry Michel. Nicole Niesotto. Alors, Sylvie Grindelet, Jonas Meyer, Jorge Sexer et Philippe Buton. Ce Jonas a un bien beau nom. Jean-Louis Bourlange. Notre reconnaissance va à Philippe Segers, Nicolas Cambournac, Guillaume Gélé et Luc Pétavino. Marc-Olivier Padis. Je salue Arnaud Cazemajor-Lousteau, Anne Sourcy, Estelle Évrard et Lionel Fintoni. Merci, nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui se demande cette semaine s'il faut sauver le service public. Pour mettre un peu de sourire dans cette question, Louis Chevalier a déniché un poème de Franc Nohain, publié en 1899, poème pour la parfaite jouissance duquel il faut se rappeler qu'Eugène Guérard, dont il est question, pour rimer avec Saint-Lazare, Eugène Guérard fut le premier secrétaire général du syndicat des cheminots et même pendant quelque temps le secrétaire général de la CGT. Nous n'irons plus aux gares, tous les trains sont coupés. Il s'est bien rattrapé, le syndicat Guérard. Orléans, Saint-Lazare et la gare du Nord, et Montparnasse encore, Lyon, l'Est et Sceaux même. Nous n'irons plus aux gares, tous les trains sont coupés. C'était donc le poème de cette semaine du 1. Quant à nous, nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser aux démocraties désormais appelées illibérales. Le 8 avril, le Hongrois Viktor Orban a été réélu à la tête de son pays avec plus de 48% des suffrages exprimés. Son parti, le Fidesz, lui assure au Parlement une majorité des 2/3. Au pouvoir depuis 8 ans, Orban a basé sa campagne sur les thèmes qui lui ont déjà valu de nombreuses remontrances de Bruxelles. Farouchement anti-immigration, le Hongrois a notamment manifesté son désir d'en finir avec le dispositif de répartition des demandeurs d'asile, refusant la politique des quotas et ce qu'il nomme le diktat bruxellois. Ainsi devenu chantre européen de la démocratie illibérale et d'une forme nouvelle de révolution conservatrice nationaliste, Viktor Orban s'oppose plus largement à l'idée d'une société ouverte et à l'individualisme libéral menant selon lui à un multiculturalisme destructeur. L'Union européenne reste malgré tout un soutien crucial pour le pays qui dépend encore en large partie des fonds structurels européens. Cette notion de démocratie illibérale nous vient de l'américain Fareed Zakaria. Elle désigne un régime qui respecte le principe de l'élection et de la majorité, tout en rejetant d'autres aspects fondamentaux en démocratie, tels que l'état de droit, la séparation des pouvoirs ou le multipartisme. En économie, c'est la concurrence qui s'amenuise au profit de monopoles ou d'oligopoles, souvent népotiques et corrompus. À l'échelle européenne, la victoire écrasante de Viktor Orban a créé un véritable malaise politique au sein du Parti populaire européen, étiqueté centre-droit, mais dont le Fidesz d'Orban fait partie depuis 2003. Si le chef de file de ce PPE, Manfred Weber,
a félicité le Premier ministre hongrois. C'est à l'extrême droite que les félicitations se sont faites les plus chaleureuses, allant de l'islamophobe néerlandais Geert Wilders au populiste italien du mouvement 5 étoiles, Matteo Salvini, en passant par les eurodéputés de la Alternative für Deutschland. À l'échelle européenne, l'urbanisation de la vie politique semble être un modèle de moins en moins isolé. C'est le cas en Pologne, contre laquelle la Commission européenne a déclenché l'article 7 du traité européen pour violation grave de l'état de droit, après une réforme liberticide de la justice entamée par la formation nationaliste au pouvoir. En Slovaquie, en République tchèque, en Croatie ou en Serbie, le népotisme et l'opposition à Bruxelles vont de pair, et ce, malgré une forte dépendance de ces mêmes pays aux aides européennes. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, alors c'est sans doute la montée de ces démocraties libérales, c'est sans doute un des phénomènes les plus inquiétants et qui signale à quel point la crise des démocraties européennes est profonde. Mais avant de parler de la Hongrie et des autres pays, je voudrais dire un mot sur la notion même de démocratie libérale. Vous l'avez dit, ça a été un concept proposé en 97 par Fareed Zakaria, qui était le patron, enfin l'éditeur en chef de Foreign Affairs. Et à l'époque, ça concernait pratiquement uniquement les pays d'Asie du Sud-Est, les Philippines, Singapour, la Malaisie, etc., ce qu'on appelait les nouveaux dragons. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que ça concerne des pays de l'Union européenne où, en principe, les valeurs et les normes de la démocratie politique sont uniformément respectées par les membres de l'Union, ce qui n'est pas le cas. Et deuxième remarque, juste sur ce concept de démocratie libérale, c'est que ça s'accompagne autour de l'Union européenne d'une montée aussi des régimes autoritaires, alors ceux-là qu'on appelle des démocratures, la Russie, la Turquie. Et donc, je crois qu'il faut resituer dans ce contexte général d'une montée de besoin de l'autoritarisme dans les démocraties, en Europe, en Occident, quelque chose de parfaitement irrationnel et d'ailleurs sur lequel Emmanuel Macron, dans son discours de mercredi dernier au Parlement européen, a appelé à la vigilance démocratique. Donc, revenons donc à nos pays. La Hongrie de M. Orbán n'est évidemment pas isolée dans ce contexte. Ça a été le premier chef d'État élu 2010 sur ce programme centré sur quatre déviances, si je puis dire, par rapport à la démocratie, la déviance autoritaire, la déviance conservatrice, la déviance xénophobe et la déviance souverainiste. Et aujourd'hui, il est rejoint. 7 des pays d'Europe centrale et orientale sont tentés ou ont adopté ce système. La Pologne, bien sûr, de M. Kaczynski en 2015, mais aussi la Slovaquie, la République tchèque. Et on voit très bien que ce groupe de pays qui était dans la fin des années 90, fin des années 80, les champions de la démocratie la plus pure, avec des déclarations émouvantes de Guérémec, de Václav Havel en faveur de la démocratie libérale, sont devenus aujourd'hui les champions d'une contre-révolution culturelle. Avec cette phrase de M. Orbán, en 1999, en Europe centrale, nous pensions que l'Europe était notre avenir. Aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être l'avenir de l'Europe. Donc on voit bien à quel point le renversement a eu lieu. Et je crois, pour terminer sur ce point un peu général, qu'on ne peut pas comprendre l'évolution de ces pays d'Europe centrale et orientale, cette poussée de la démocratie illibérale, si on ne met pas en parallèle la crise de la démocratie et la crise du libéralisme économique. Et là, je veux faire droit aux réflexions de Nicolas Bavray, qui montre très très bien que d'un côté, ces démocraties libérales remettent en cause les principes de la démocratie, mais qu'en face, de l'autre côté, on a une mondialisation ultra-libérale qui est non régulée, non contrôlée par aucun principe démocratique, et qu'il faut analyser la crise de la démocratie politique en Europe et la crise du libéralisme économique. Donc ça nous emmènerait trop loin, mais je voulais dire ça en introduction pour essayer de comprendre, et c'est mon deuxième point, quelles sont les raisons qui peuvent amener la patrie de Guérémec, de Havel et d'autres à adopter des systèmes qui sont proches du régime poutinien. Alors je crois qu'il y a une raison historique, bien sûr, et puis une raison qui tient aux propres défaillances de l'Union européenne. Sur les raisons historiques, on le sait, ces pays ont été occupés pendant plus de presque 60 ans par l'armée rouge, donc privés de souveraineté.
et c'est le premier point, à partir du moment où ils se libèrent du joug soviétique, ils demandent leur entrée dans l'Union européenne et ils vont passer d'une période de privation de souveraineté à une période où on leur demande d'adhérer à un ensemble dont l'objectif est politiquement l'intégration des souverainetés. Et ces pays se sentent en une certaine façon frustrés de souveraineté. Ils l'ont pas eu pendant 60 ans, ils adhèrent à l'Union et on leur dit qu'il faut accepter que leur souveraineté soit intégrée dans des politiques communes. Et donc il y a une espèce de réaction de rejet. C'est pour ça que quelqu'un comme Orban dit que la Commission c'est pire que Staline, que l'Union européenne c'est un empire comme l'était l'Empire soviétique. Ce sentiment que leur souveraineté n'a jamais pu finalement s'exprimer au XXe siècle. Ça c'est le premier point, et je crois qu'il faut le comprendre. Comprendre n'est pas excuser, comme disait notre président de la République dans d'autres temps, mais il faut essayer de le comprendre. Et deuxièmement, sur le plan historique, ils ont le sentiment que leur identité nationale, culturelle, religieuse, qui a été pendant toute la période d'occupation soviétique le seul foyer de résistance contre le communisme soviétique, qui a donné des romans magnifiques, des films formidables. Ils ont le sentiment que leur identité culturelle et religieuse est laminée par l'ouverture de l'Union européenne, cette espèce de culture où la libération des mœurs, le cosmopolitisme culturel est la norme, et donc ils se rabrouent et se recroquevillent sur leur identité. J'ai retrouvé un texte de Václav Havel de 2005 au moment de la Constitution où il disait « je préfère la perspective d'une souveraineté partagée à la fiction d'une souveraineté totale. Ce n'est pas l'Europe qui peut menacer notre identité, elle n'est qu'un révélateur de nos doutes et de nos inquiétudes identitaires. » Mais eux ont le sentiment que l'Europe bride leur souveraineté et leur identité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je vais vite, Philippe, c'est la responsabilité de l'Union européenne. On ne peut pas penser que 20 ans après être entré dans l'Union européenne, ces pays évoluent de façon autoritaire et non démocratique sans que la responsabilité de l'Union européenne soit mise en cause. Je crois qu'il faut reconnaître qu'on a une part, pas toute, mais une part de responsabilité dans ces dérives autoritaires. Et je crois que la première responsabilité, c'est l'ignorance des peuples, et ça c'est vrai de la construction européenne, pas seulement vis-à-vis des peuples de l'Est, mais vis-à-vis de nos peuples à nous. Jusqu'à la crise de 2008, le logiciel était purement technocratique et économique, et on a perdu les citoyens européens à l'Ouest comme à l'Est. Et la deuxième raison de notre responsabilité, c'est que nous avons baissé notre vigilance démocratique à un point que le dimanche 8 avril, c'est M. Juncker en personne et tout le PPE qui félicite M. Orban de son élection. François Bujon de l'Étang. Bon, je crois que ce phénomène de démocratie libérale a été très bien analysé par Nicole. Il y a toutes sortes de raisons qui se mélangent, effectivement, dans lesquelles les raisons historiques sont tout à fait importantes. Je suis pas sûr qu'il faille trop nous couvrir la tête de sang. Bien sûr, on peut se faire des reproches, on peut toujours se faire des reproches, et c'est un syndrome très répandu en Occident. C'est vrai que on se souvient de l'épisode dans lequel M. Chirac disait que, à propos de la guerre d'Irak, que ces pays avaient perdu une belle occasion de se taire, par exemple. Ça a laissé des cicatrices ouvertes très longtemps en Pologne et dans toute l'Europe de l'Est. Mais on peut même remonter plus loin, Nicole. Je crois que dans le cas de la Hongrie, par exemple, parce que chacun de ces pays a une histoire propre aussi, en plus de leur histoire commune. Dans le cas de la Hongrie, la frustration à l'égard de l'Ouest remonte, et des démocraties libérales remonte jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est très frappant quand on va en Hongrie, ça ressort à chaque occasion. La Hongrie a été dépecée par le traité de Trianon, elle a perdu les deux tiers de son territoire, même pas. Et les quantités de Hongrois qui habitent aujourd'hui en Slovaquie, en Roumanie, en Serbie. Elle a perdu 3 millions, je crois, à peu près, d'habitants, à l'époque, énorme, en 1920, et elle en veut à mort à l'Occident, depuis lors, toute la période Horthy, et puis la période de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, si je peux me permettre une anecdote, le premier de vos collègues qui a été nommé en Hongrie après la chute du mur s'appelait Clémenceau, qui n'a pas été très bien vu compte tenu du rôle que Clémenceau c'est pas un personnage très populaire en Hongrie. Non, mais ceci pour ajouter, finalement, pour aller dans votre sens, et pour dire que si on veut se couvrir la tête de cendre, il faut effectivement remonter encore plus loin, et ce sont des pays qui ont été bousculés par l'histoire.
l'histoire, puisque plusieurs d'entre eux sont le produit de démembrement des empires, n'est-ce pas? Et les autres, et tous ont été ensuite une partie involontaire de l'Empire soviétique pendant 50 ans. Alors tout ceci laisse des traces, effectivement, et il y a chez eux, j'abonde tout à fait dans le sens de l'analyse de Nicole, une espèce d'appétit de souveraineté qui est très fort et qui est très compréhensible, puisqu'enfin libéré, on peut s'exprimer. Et voilà qu'on ne le peut plus. Et puis, cette façon de se concentrer sur ce qui fait l'identité des peuples, au fond, puisque ces peuples n'ont pas eu d'État ou n'ont pas été libres, mais les grands thèmes, qui sont des thèmes orbaniens, par exemple, tous ces thèmes de la révolution culturelle, la contre-révolution culturelle, sur les valeurs, la protection de la famille, l'attachement aux racines chrétiennes, l'opposition fervente au multiculturalisme, le rejet des idées libérales sur l'avortement, sur le mariage gay, sur tout ça fait partie de la doxa orbanienne ou de celle des Polonais, de M. Kaczynski, et c'est quelque chose de très fort, parce que là, nous sommes vraiment dans le socle culturel, dans celui des valeurs, dans celui des croyances. Ça va même au-delà du rejet des procédures bruxelloises. Au fond, beaucoup de ces peuples nous considèrent, nous, occidentaux, comme des pays en décadence. Ils rejoignent en ce sens un petit peu ce que dit la Russie de M. Poutine, et ils veulent réagir. Alors, c'est très difficile. Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement illibéral, au fond, si on y réfléchit? C'est pas tout à fait la démocratie. Vous avez raison de faire la distinction. C'est pas Poutine, c'est pas Erdogan. Mais pas encore. Mais c'est un régime dans lequel on a recours à l'élection et dans lequel, une fois élu, on prend des mesures attentatoires aux libertés, fort du suffrage populaire. Donc c'est une espèce d'oxymore démocratique vivant, la démocratie libérale. Et c'est très intéressant parce que toutes ces sociétés-là sont des sociétés qui n'ont pas bénéficié d'une culture de liberté pendant très 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 longtemps et qui, au fond, dès qu'elles découvrent la liberté, sont prêtes à en abandonner une partie au bénéfice d'un système autoritaire. Alors, tout ceci se mélange avec les raisons historiques et nous avons donc une espèce de défi qui nous vient de l'Europe de l'Est. Vous avez dit 7 pays sur 15 d'Europe de l'Est, ce qu'on appelle les PECO dans le jargon, l'abominable jargon européiste, il n'y a pas si longtemps, les pays d'Europe centrale et orientale. 7 sur 15 sont des démocraties illibérales aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont d'un autre type. La Bulgarie, la Roumanie, par exemple, sont des pays qui sont au bord de cela, mais qui n'y sont pas encore totalement, mais qui, par contre, ont versé dans l'économie mafieuse à un point tel que eux aussi sont des pays qui sont aliénés au mainstream européen. Alors, il y a un vrai danger, parce qu'il y a un danger de scission, ou pas de scission au sens juridique du terme, mais de césure profonde dans l'Europe. Il y a une Europe de l'Est, c'est vrai, qui est très très différente de ce qu'est l'Europe de l'Ouest. Ce clivage s'ajoute à un clivage nord-sud qui, lui, est plus économique que politique, celui-ci est plus sociétal et philosophique, il est très fort, et vous avez même un certain nombre de ces pays qui sont assez tentés de flirter dangereusement avec Moscou. C'est le cas de M. Orban, par exemple, qui a un flirt avéré avec M. Poutine. C'est évidemment pas le cas des Polonais, qui, eux, vivent toujours dans l'hystérie anti-russe, et ça les prémunit, si vous voulez. Mais quand vous voyez la façon dont la Bulgarie, la Moldavie, après des élections, finalement, qui ont donné le pouvoir à des pro-russes, sont en train, eux aussi, de se rapprocher de l'orbite russe, on voit très bien que cette scission qui se dessine a des conséquences, ou peut avoir des conséquences géopolitiques qui sont tout à fait préoccupantes. Alors nous avons un dilemme. Que faire, n'est-ce pas? Et c'est, je pense, ce que la suite du débat va aborder. Que faire? Bruxelles, d'un côté, et beaucoup des pays de l'Ouest sont exaspérés par tout cela et trouvent qu'il est insupportable que des gens qui bénéficient de milliards de dollars des fonds structurels européens en profitent, par exemple, pour acheter des hélicoptères américains plutôt que des hélicoptères franco-allemands. Suivez mon regard, il va de l'autre côté de la Vistule. Et effectivement, ce n'est pas tolérable. Et puis, il y a quand même un certain nombre de critères qui définissent les valeurs communes de l'Union européenne, et ces pays s'en écartent. Donc, on ne peut pas ne pas réagir. Marc-Olivier Padis. J'ai admiré l'équanimité de Nicole qui regarde à la fois nos responsabilités et puis ce qui se passe dans ces pays. Moi, je suis un peu comme François, je suis pas tellement d'humeur à auto-flageller la responsabilité européenne. Si on a une responsabilité, c'est sans doute d'avoir péché par naïveté historique, c'est-à-dire de penser que toute l'épreuve, c'était
de l'entrée dans l'Union européenne, donc avaler les paquets communs, toute la mise à niveau juridique, mais qu'une fois que les pays étaient rentrés, ils allaient suivre le cours de l'histoire. Dans le fond, on avait cette vision assez optimiste presque post-historique d'une démocratie libérale qui s'imposait comme, disons, l'avenir commun. Bon, c'est pas exactement ce qui se passe. Mais les responsabilités internes au pays sont quand même très très fortes. Mais cela dit, c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans ces pays. Si on regarde l'élection de Orban, il y avait quand même une surprise. C'est un taux de participation extrêmement fort. Et pendant la journée, des esprits se sont agités en disant si la participation est aussi forte, quand même, elle a fini à 70%, 70%. Alors que tout le monde anticipait un peu une réélection d'Orban. Pourquoi une participation aussi forte? Il y a quand même, pendant la journée, beaucoup de gens se disaient c'est le signe que l'opposition finit par remonter. En fait, pas du tout. Orban a sa super majorité qui lui permet de changer la constitution à lui tout seul, etc. Donc, deuxième énigme, une semaine après son élection, pratiquement 100 000 personnes manifestent à Budapest contre Orban. On se dit, comment ça se fait? Enfin, juste après, que se passe-t-il? En fait, je crois, sans que ça explique tout, mais il y a deux phénomènes qui sont quand même intéressants à pointer parce qu'ils ne sont pas spécifiques à la Hongrie, on les retrouve dans d'autres pays. D'abord, c'est un pays qui perd de la population, la Hongrie. C'est extrêmement important à voir. Tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, mais on dit qu'il y a entre 350 000 et 500 000 Hongrois, donc un demi-million, qui ont quitté le pays ces dernières années, donc sur une population de moins de 10 millions d'habitants. La Hongrie, au moment du tournant des années 90, c'était plus de 10 millions et demi d'habitants. Aujourd'hui, ils sont moins de 10 millions. Donc, c'est un pays qui perd de la population et de la population jeune et diplômée. Et aujourd'hui, quand on fait des enquêtes en Hongrie, auprès des jeunes actifs, on leur demande est-ce que vous pensez à quitter le pays? 1 sur 3 dit qu'il a le projet de quitter ce pays. Alors 6% seulement pensent qu'ils vont quitter le pays pour toujours. Les autres pensent plutôt qu'ils vont aller travailler en Allemagne pendant plusieurs années ou en Grande-Bretagne. Bon, mais c'est quand même très significatif. Et un essayiste d'origine bulgare, qui est un très bon essayiste sur l'Europe, qui s'appelle Ivan Krastev, dit, lui, il voit ça en Bulgarie, c'est pareil, ça perd la population. Quand il retourne en Bulgarie, il dit l'effet sur les gens est terrible, quoi. Cette impression que le pays se vide, que les jeunes partent, que les diplômés ne veulent plus rester dans le pays, ça déprime complètement le pays. Ça, c'est un premier point. Et puis, ces émigrés hongrois envoient énormément d'argent en Hongrie. On évalue à plus de 1000 milliards de florins en 2015 les sommes qui ont été renvoyées et donc c'est un pays aussi dont l'économie en fait dépend beaucoup des fonds structurels européens, on l'a dit, 6% du PIB et de l'argent qui arrive de l'extérieur. Alors il y a un deuxième trait qui caractérise ce pays, c'est l'opposition entre Budapest et le reste du pays. Quand on regarde une carte électorale, c'est fascinant, c'est le parti de Orban partout, sauf à Budapest, où là, il y a une myriade de partis d'opposition, il y a des libéraux, il y a des démocrates, il y a des socialistes, il y a des écologistes, il y a un peu de tout, ils sont complètement divisés, et c'est eux qui sont majoritaires dans la plupart des arrondissements de Budapest. Et c'est exactement la même carte électorale en République tchèque, vous avez Prague et le reste du pays, la même carte électorale en Autriche, Vienne et le reste du pays, et c'est très significatif d'une rupture. Alors, dernier point, un autre léger désaccord avec Nicole, c'est sur le fait, est-ce qu'on peut expliquer, disons, ce durcissement autoritaire par, disons, le vent ultralibéral qui balaye l'économie mondiale, etc. Certes, c'est incontestable qu'il existe un ultralibéralisme économique à l'échelle mondiale, mais pas dans ces pays. C'est-à-dire que les Hongrois ne vivent pas dans une économie ultralibérale. Ils vivent dans une économie d'oligarques
qui de ce point de vue-là ressemble un peu à la Russie, mais alors de petits oligarques, parce que c'est un petit pays, mais c'est un pays de clientélisme, où il n'y a pas d'économie de marché, tous les marchés publics sont faussés pour être attribués à des gens qui sont proches du pouvoir. Par exemple, il y a donc c'est l'économie de marché sans la concurrence et avec des oligarques. Je prends un exemple qui est important quand même, il n'y a pas de pluralisme de la presse. En Hongrie, toute la presse régionale a été rachetée par un oligarque qui est proche d'Orban, et donc toute la presse régionale fait la propagande d'Orban en permanence, et c'est exactement ce que Erdogan est en train de faire en Turquie. C'est un de ses proches qui rachète la maison mère de toute la presse régionale turque pour, le plus grand groupe de médias turcs pour faire sa propagande. Jean-Louis Bourlange. Oui, sur l'histoire de la Hongrie, je crois qu'il n'est pas quand même très raisonnable de battre trop longtemps sa coulpe. Le traité de Trianon a été effectivement un traité extrêmement traumatisant pour les Hongrois. Moi, j'ai un ami qui dit toujours, si vous voulez regarder un pays inquiétant, vous devez voir 2 critères. Est-ce que le portrait du leader est dans tous les cafés, et est-ce qu'il y a une carte du pays dans son état antérieur? Et là, la Hongrie cumule les deux réalités. Vous avez partout des portraits d'Orban et vous avez partout la carte de la Hongrie avant le traité de Trianon. Mais alors la Hongrie, c'est assez injuste sur un point, c'est que dans la crise de 1914, la Hongrie d'abord, ils étaient ravis de l'assassinat de François Ferdinand, parce que François Ferdinand voulait mettre la Bohème-Moravie au même niveau que la Hongrie. Donc on aurait fait une triple monarchie, et ça, les Hongrois ne voulaient pas en entendre parler. Donc ils étaient ravis, et ils ont donc eu un rôle extrêmement modérateur, qui n'a pas marché. Ils ont eu un rôle à Vienne qui était un peu opposé à celui des Prussiens, enfin des Allemands qui, eux, poussaient plutôt à la guerre. Donc ils estiment, non sans raison, qu'ils ont payé au prix fort les conséquences d'une guerre qu'ils n'avaient pas voulu. Bon, ça c'est l'histoire. Et cela dit, ils étaient quand même bien responsables d'un ordre géopolitique en Europe centrale qui était complètement absurde, parce qu'ils ont effectivement bloqué les évolutions de la monarchie austro-hongroise. Et ils sont le grand historien qui est mon maître à penser, qui est István Bibó, que m'avait recommandé à la fois Jacques Rupnik et Pierre Asner. Et István Bibó disait, le problème des Hongrois est assez simple. Soit en Hongrie, il y a tous les Hongrois, et il y a plein de non-Hongrois qui sont pas contents d'y être, soit en Hongrie, il n'y a que des Hongrois, et il y a plein de Hongrois dehors. Et donc, on n'en sort jamais. On n'a jamais une solution satisfaisante. Bon, alors on est passé, avec Trianon, on est passé de la phase 1 à la phase 2, si je puis dire. Mais, et puis après, ils ont quand même été bizarres. Enfin, c'est quand même un pays extraordinaire, qui n'avait aucune façade maritime et qui est dirigé par un amiral, qui se rappelait qu'il avait été amiral en Autriche-Hongrie, où il y avait la petite façade de Trieste. Il était en plus, cet amiral Horthy se disait régent. Quand mon ancien collègue au Parlement européen, que j'aimais beaucoup, Monseigneur Otto de Habsbourg, était allé le voir, il lui a dit, oui, moi je suis le régent, mais l'empereur, j'en veux pas. Parce que c'était évidemment, s'il était régent, au nom de Otto de Habsbourg. Mais il n'était pas question pour lui d'abandonner le pouvoir. Cela dit, ce que je veux dire aussi par là, c'est que la Hongrie est un pays qui n'a jamais été démocratique, qui est un pays de formidable inégalité. On disait la grande plaisanterie à l'époque de la guerre froide, c'était dire pourquoi les rendements ouvriers sont si mauvais, les rendements industriels, la compétitivité est si faible en Hongrie, et la réponse était parce qu'en Hongrie la classe dirigeante n'a jamais travaillé. Donc c'était la classe ouvrière, donc elle ne travaillait pas plus. Bon, et donc on a quand même un passé extrêmement lourd, avec une faible acculturation démocratique. Cela dit, c'est un peuple extraordinairement intelligent. Ces aristocrates sont formidables. Regardez, l'ambassadeur de Hongrie à Paris, c'est un aristocrate extrêmement distingué, le plus civilisé des hommes. Donc il y a un charme hongrois qui est extrêmement fort. Bon, alors voilà pour le. Alors là, cela dit, Orban. Moi, j'ai connu Orban quand j'étais parlementaire européen dans les années 90. Il était fantastique. Il était brillant. C'était vraiment ce que l'Europe centrale, humiliée par l'Union soviétique, avait produit de meilleur en réaction. Il était libéral, il était ouvert à l'Occident, il était drôle, excellent orateur. Et alors, il lui est arrivé quand même une aventure personnelle. C'est quand même un peu l'origine de tout ça. C'est une petite entrée que je fais là, mais il a été battu.
Et ça, il s'en est pas remis. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ce système où le dirigeant de la Hongrie peut être battu? Ça, c'était pas dans ses... Et il a dit, je reviendrai au pouvoir, et là, je ferme la porte. Personne d'autre ne me battra. Donc, il y a quand même un projet extrêmement précis, qui est le même projet que Ben Ali, que tout un tas de gens, pour fermer carrément la concurrence du pouvoir. C'est quand même d'abord une ambition personnelle liée au traumatisme que cet homme a ressenti. Il a dit, je serai élu, je dois m'appuyer sur la droite de la droite, je m'appuierai sur la droite de la droite, et je dois fermer la démocratie. Alors, deuxième remarque, la démocratie illibérale, c'est plus qu'un oxymore, c'est une imposture. C'est d'ailleurs très fort de la part d'Orban d'avoir accrédité cette idée. C'est-à-dire, il y aurait deux formes de démocratie. Il y aurait la démocratie libérale, le libéralisme, on en pense ce qu'on en pense. Il a mauvaise presse un peu partout, toute la gauche déteste le mot libéral, etc. Et puis il y a la démocratie illibérale, qui est donc démocratique, parce que c'est le pouvoir du peuple, et qui n'a pas l'inconvénient d'être libéral. Donc, c'est pas kiff-kiff, c'est mieux. Donc, on a accrédité l'idée qu'il y ait deux modèles. Or, il n'y a aucun. Il y a un seul modèle démocratique. C'est le régime où le pouvoir s'enracine dans la volonté populaire et où tout est organisé pour que la volonté populaire puisse s'exprimer. Liberté d'opinion, liberté de la presse, protection juridictionnelle, défense des droits. Le libéralisme politique est inhérent à la démocratie. Et je trouve c'est une complaisance que de voir, que de dire qu'il pourrait y avoir une démocratie illibérale. Troisièmement, les responsabilités européennes. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec Nicole. Je crois qu'on n'a aucune raison de battre notre coulpe. Pour une raison simple, d'ailleurs, c'est que l'Europe n'a pas du tout cette puissance, cette réalité. Elle ne met absolument pas en cause le pouvoir des États sur aucun plan. La politique est totalement libre. Et en plus, ils sont parfaitement libres d'en sortir. C'est ce que les partisans du non de 2005 n'ont jamais vraiment clairement perçu, parce que je les crois très honnêtes quand ils disent qu'on n'a tenu aucun compte du référendum de 2005. Mais c'est faux. Le traité de Lisbonne, par rapport au traité de Nice, il introduit quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la possibilité de sortir de l'Union européenne. Le Brexit a été rendu possible par le traité de Lisbonne. C'est ça qui organise la voie. Si vous voulez sortir de l'Union européenne, vous pouvez en sortir. Les Hongrois sont quand même bien placés pour savoir qu'on ne pouvait pas sortir du Comecon et du pacte de Varsovie. Quand en 56 ils ont essayé de le faire, ça s'est quand même très mal passé. Donc il faut... D'autre part, sur le plan économique, la situation a été quand même très 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 bonne pour eux, pour les Polonais également. Comparé par exemple le destin de la Pologne à celui de l'Ukraine au cours des 30 dernières années, des 20 dernières années, 30 dernières années, ça n'a rien à voir. La Pologne, c'est un progrès immense, même s'il y a des tensions, etc. L'Ukraine, c'est un échec profond. Sur l'immigration, alors la grande raison, ce qu'on dit là-dessus, c'est la vraie cause, c'est l'immigration. Et je reconnais l'immigration, les vagues, le remplacement, enfin toutes ces thèses, etc. qu'on voit. Mais autant je comprends que nous ayons un problème en Europe occidentale, je comprends les Néerlandais qui ont un problème, mais les Hongrois, ils n'ont pas vu un seul musulman. Ils ont un problème d'immigration avec les Ukrainiens. C'est vrai qu'ils ont vu des tas d'Ukrainiens débarquer chez eux, enfin d'une immigration en provenance de l'Est, mais c'est pas du tout celle qu'ils mettent en cause. Donc on est dans une situation. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas solution de continuité. C'est-à-dire qu'il y a continuité entre ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe dans les pays alpestres dominés par la démocratie chrétienne, l'Autriche, la Bavière, qu'à travers l'Autriche et la Bavière, c'est la CDU qui est atteinte par la CSU. Madame Merkel est très déstabilisée. Elle est obligée d'envoyer ses félicitations à Orban. Donc le PPE, qui est le principal parti de l'Union européenne, est très, très partagé. Et derrière tout cela, Juncker, la Commission, l'est elle-même. Donc il y a quelque chose de très, très grave qui menace en fait les fondements même de l'Union européenne. Nicole Nisotto. Merci Jean-Louis d'apporter de l'eau à mon moulin. Moi, je voulais quand même corriger quelque chose. Loin de moi l'idée de dédouaner
la responsabilité de ces pays dans l'évolution autoritaire qu'ils mènent. Et je fais même partie de la ligne dure de ceux qui veulent, par exemple, suspendre carrément les fonds structurels à la Pologne et à la Hongrie, puisqu'on leur donne par an 4,5% de leur PIB. Donc loin de moi cette idée de le dédouaner de leurs responsabilités. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop facile, et on se ment à nous-mêmes, si on considère que les problèmes de ces pays d'Europe centrale et orientale sont propres à ces pays d'Europe centrale et orientale. Ça, c'est faux. Si tout allait bien à l'Ouest, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait les accuser uniquement de leur propre responsabilité. Mais il se trouve que ce mouvement des démocraties libérales est parallèle à un mouvement de montée du populisme, de la demande d'autorité en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, un peu partout. Nos démocraties constitutionnelles sont en crise au profit de mouvements autoritaires, xénophobes, conservateurs, anti-ouverture. Et c'est en ça que l'Union européenne et les institutions européennes, et je pense en particulier à la Commission qui encore la semaine dernière dit on va ouvrir des élargissements au Monténégro et à l'Albanie, sans comprendre que les gens, 90% des gens, et la Macédoine, pardon, ne veulent plus d'élargissement. Et donc je trouve qu'on a une responsabilité qui est double, qui est soit l'indulgence, et on a été trop indulgent, on l'est encore, comme l'a dit Jean-Louis, parce que la Hongrie est membre du PPE, en tout cas le parti d'Ormond est membre du PPE, donc c'est la Hongrie qui tient l'Union, c'est pas l'inverse, donc notre indulgence est coupable, et deuxièmement, on est coupable parce que on n'arrive pas à les sanctionner. Or, ce sont des pays membres de l'Union, et je trouve qu'il faut sanctionner, c'est-à-dire couper les fonds structurels. François Bujon de l'Étang. Un petit éclairage rétrospectif, simplement, parce qu'il est à l'origine du malentendu, en quelque sorte, entre cette Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. C'est que lorsque ces pays se sont affranchis de la tutelle soviétique après l'effondrement de l'Union soviétique et se sont tournés vers nous, en réalité, ils ne se sont pas posé la question du transfert de souveraineté, de l'arrangement constitutionnel au sein de l'Union européenne. Ils ont voulu rejoindre l'Occident. Et pour eux, l'Occident avait un visage, c'était l'OTAN. Et l'OTAN apportait la protection américaine contre un retour de flamme russe. Et parce que ils voulaient rejoindre l'OTAN, ils sont aussi entrés dans l'Union européenne parce qu'au fond c'était un package. Ça allait pour eux, ça allait à peu près ensemble. Mais ils l'ont fait pour l'argent, bien entendu, beaucoup plus que pour d'autres raisons. Mais c'est l'OTAN qui les intéressait. C'était la protection américaine, beaucoup plus que l'appartenance à l'Europe. Et les Européens de l'Ouest, au contraire, ont voulu accepter les pays européens de l'Est dans l'Union européenne assez vite, parce qu'on avait le sentiment que nous avions lutté pendant 50 ans pour une réunification démocratique de l'Europe et qu'elle était enfin possible. Il y a eu en quelque sorte une espèce de mésentente, ou en tout cas des motivations qui n'étaient pas les mêmes et qui aujourd'hui apparaissent beaucoup plus au grand jour. Marc-Olivier Padis. Oui, juste deux nuances par rapport à ce qu'a dit Nicole, qui est aussi très, très juste sur le fond. Mais je voudrais juste souligner une chose, c'est que Orban, curieusement, n'est pas anti-européen. C'est-à-dire que son discours, il critique toujours Bruxelles, les décisions qui viennent de Bruxelles, mais il ne veut pas sortir de l'Europe. Ça, c'est clair qu'il tient à ses fonds structurels. 6% de son pays. Il est rattaché au train de l'Europe par le wagon-restaurant. Et on y reviendra, je pense, dans le deuxième sujet. Au Parlement européen, les députés orbaniens, si je puis dire, siègent au sein du groupe PPE et non pas au sein du groupe des europhobes. Et donc, c'est tout à fait significatif. Et la deuxième nuance, sur cette question des réfugiés, des étrangers, il faut quand même souligner le caractère extrêmement inquiétant des campagnes véritablement antisémites que mène Orban, parce qu'il a trouvé une tête de Turc avec George Soros, qui a financé une très belle université à Budapest, qui a beaucoup de succès, qui est d'un niveau académique européen sans aucun problème. Mais comme l'a dit François, je trouve que c'est tout à fait juste, il n'est pas simplement hostile aux procédures bruxelloises. Si vous prenez l'Église catholique, qui est extrêmement importante en Hongrie et en Pologne ô combien, eh bien, vous avez quand même les évêques hongrois et polonais critiquent le pape parce que le pape a demandé d'accueillir les réfugiés. Donc, on voit bien que ce problème des réfugiés, c'est pas simplement la procédure bruxelloise qui est en cause. C'est-à-dire quand l'Église catholique critique même le pape sur ce sujet-là, ça veut dire qu'il y a un problème culturel profond. C'est ces pays qui ont du mal avec l'idée que des gens puissent s'installer chez eux.
Mais je crains que Jésus-Christ ait maille à partir avec les évêques polonais et les évêques hongrois. Jean-Louis Borloo. Oui, je crois que la réponse de Nicole est très éclairante. Ce qui est en cause, ce n'est pas l'Union européenne. Bon, la Commission, c'est rien dans cette affaire. Ce qui est en cause, c'est un rapport général, c'est une évolution générale de l'Occident. Et là, je suis tout à fait de l'Occident et même de l'ensemble du monde. Nous sommes dans un monde où le dirigeant chinois actuel n'est pas Monsieur Deng, et bien pire, où Poutine n'est pas Gorbatchev, où Trump n'est pas Kennedy, où Wauquiez n'est pas Chirac, et on peut continuer la liste comme ça. Donc nous sommes, je crois que le vrai problème, et c'est ça qui est très dangereux dans cette affaire, c'est que nous connaissons une évolution, une rupture très profonde des valeurs de l'après-guerre. Moses, le grand historien de la Première Guerre mondiale, avait parlé de brutalisation du monde en 14. Nous sommes en train de vivre une période équivalente de brutalisation de l'ensemble du jeu politique. Et là, il y a de quoi s'alarmer. Nous avons encore un peu de temps pour nous intéresser au discours du président de la République à Strasbourg, puisque mardi dernier, devant le Parlement européen, Emmanuel Macron a prononcé son 4e discours sur l'Europe en 6 mois. Qualifiant le lieu de siège de la légitimité européenne, le président de la République a défendu un projet europhile, incluant davantage de protection en faveur des citoyens de l'Union et se faisant le leader de la relance du processus d'intégration. Il a promis une forme institutionnelle et démocratique nouvelle, construite autour d'une feuille de route claire et établie en amont des décisions. Parmi ses propositions les plus marquantes, majorité qualifiée des États membres au sein du Conseil européen pour éviter les blocages induits par la règle de l'unanimité, parachèvement de l'union bancaire d'ici à mai 2019, promesse d'une augmentation de la contribution financière française au budget européen et création d'un programme européen pour financer les collectivités locales accueillant des réfugiés. Depuis le début de son quinquennat, de nombreuses initiatives du chef de l'État français avaient déjà été adoptées à l'échelle de l'Union, telles que la relance de l'Europe de la défense ou l'organisation partout sur le territoire européen de consultations citoyennes. Confronté à l'émergence des forces europhobes et populistes dont nous venons de parler, le président a dénoncé une forme de guerre civile, faisant d'une souveraineté européenne une des priorités de son quinquennat dans l'optique des prochaines élections de 2019. François Bujon de l'Étang sur cette question. Et la question mériterait de long développement, mais je vais aller très vite parce que nous sommes pressés par le temps. Je dirais que il me semble que le discours d'Emmanuel Macron au Parlement européen était largement un ton en dessous des précédents, dans la mesure où, au lieu d'être comme le discours de la Sorbonne, un discours normatif, dans lequel il énonce, un discours programme, si vous voulez, dans lequel il énonce, bien entendu, des objectifs concrets à obtenir assez vite, il se situe sur un autre plan, qui est un plan plus philosophique, de définir ce qu'est la démocratie européenne, ce qu'elle doit être, et quelles sont au contraire les choses trappes dans lesquelles elle doit éviter de tomber. C'était un discours plus discursif que normatif cette fois-ci, et plus philosophique que concret et que pratique, qui est fait d'ailleurs de son propre à suivre son propre propos pour mener à un débat. C'était un discours beaucoup plus court, 25 minutes, contrairement à l'heure dépassée de la Sorbonne, et qui était suivi d'un débat avec les parlementaires européens. Alors, bien entendu, la foi européenne du président de la République est intacte, et il l'a réaffirmée avec beaucoup de force. Elle est argumentée également, elle est très bien présentée. Il a plaidé pour la nécessité d'une souveraineté européenne réinventée, en déclinant, bien entendu, les résultats qu'elle pourrait apporter, et il a appelé à préserver une démocratie européenne très précieuse, et dont il a loué, bien entendu, en termes presque lyriques, les résultats face aux tentations autoritaires, appelant à créer un espace public européen qui permettrait de tenir en échec justement les démocratures qu'il a largement dénoncées. Alors, est-ce à dire que Emmanuel Macron était sur la défensive et qu'au fond, la victoire d'Orban, l'affirmation des démocraties illibérales, la présence aux frontières de l'Europe de démocratures comme la Russie ou la Turquie le mettent sur la défensive? Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je dirais qu'il a conscience des difficultés
Il y a certainement chez lui un certain désenchantement vis-à-vis de l'Allemagne, puisque les débuts de la nouvelle coalition s'accompagnent de la définition de barrières qui feront obstacle à la mise en œuvre des propositions qu'il a formulées. En tout cas, il est manifestement conscient du fait qu'il y a une crise de l'Europe, du fait qu'il y a une crise du libéralisme, du fait qu'il y a une crise de la démocratie. Je crois qu'il le comprend bien et qu'il l'intègre bien. C'est la traduction quand même d'une situation de relatif isolement au sein de l'Europe. Il est seul, et d'incertitude et de perplexité sur la route à tenir dans les mois qui viennent. Nicole Nisotto. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse de François Bujon de l'Étang. Je pense que c'était son discours le plus important, mais que malheureusement, c'est un discours qui a fait plop. Je crois que c'est son discours le plus important parce que justement, c'est un discours prophétique, politique. Ça n'est pas un discours programmatique. On connaît son programme, les souverainetés partagées, l'Europe qui protège, etc. Mais c'était un appel à exercer notre vigilance démocratique face justement à cette bête immonde qui continue de ronger, de monter en Europe, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Il a cité les somnambules pour montrer à quel point, avant la guerre de 14, l'ensemble des élites n'avaient rien venu ou avaient vu venir, mais on laissait faire. Et il dit que c'est exactement la même chose aujourd'hui. On est à la veille d'une catastrophe politique, la montée peut-être d'une Europe brune, et qu'on ne fait rien. Et je trouve que politiquement, c'était un discours fondateur. Et il a eu une formule que je trouve magnifique. Contre les démocraties autoritaires, il faut restaurer l'autorité de la démocratie. Mais en revanche, moi, ce qui me navre et m'inquiète, c'est que ce discours a fait flop. C'est-à-dire, il n'a eu pratiquement aucun impact ni sur le Parlement européen, ni dans la presse. Il y a eu très peu d'écho à ce discours d'Emmanuel Macron. Et pourquoi ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, l'effet de surprise est passé. C'est son 3e ou 4e discours, donc on connaît le programme. Que deuxièmement, peut-être que le Parlement européen était un peu vexé d'être que le dernier lieu où il est venu s'adresser pour parler de programmes européens. Et puis surtout, troisièmement, parce que le contexte politique a beaucoup changé. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est seul, non pas au Parlement européen, mais politiquement. L'Allemagne, Madame Merkel est obsédée par sa coalition. L'Italie n'a pas de gouvernement. L'Espagne est en Catalogne. Et l'Est est complètement illibéral. Donc, au nord, il a une coalition anti-réforme de la zone euro, les Baltes, les Suédois, le Danemark. À l'Est, il a une coalition qui est contre la démocratie, et au Sud, il a une coalition espagnole-italienne qui est complètement ailleurs. Donc il est seul, mais ce discours était un discours, à mon sens, extrêmement important. Marc-Olivier Padis. Là, je suis d'accord avec Nicole sur le fait que c'était un discours important, de haute tenue, très intéressant à écouter, bien écrit, parce qu'on voit le fait de dire « je ne veux pas faire partie d'une génération de somnambules », ça suffisait à faire référence à ce très grand livre sur la guerre de 14 et donc à la situation de la guerre de 14. Donc on voit la qualité de l'écriture. En revanche, là où je ne suis pas d'accord, où je serais plus optimiste, c'est que je ne pense pas que ça a fait flop parce que c'est aussi le point de départ de la campagne des élections européennes. Et donc, pour lui, c'est un moment où il lance les consultations citoyennes. Bon, ça, on verra ce que ça donne. Mais sa stratégie, elle est en vue des élections européennes. Et là, il faut reparler du PPE parce que on a dit tout à l'heure, c'est la difficulté, l'Europe est trop faible vis-à-vis d'Orban, on ne prend pas les sanctions qu'il faudrait prendre, etc. Mais pourquoi ? Parce que Orban est membre du PPE. Le problème, c'est le PPE. C'est-à-dire, la droite conservatrice au Parlement européen. Orban a eu l'intelligence de rester dans ce groupe-là et de ne pas rejoindre le groupe qui s'appelle l'Europe des Nations et des Libertés, où il y a tous les dingues de la Ligue du Nord, le FPE, Geert Wilders, etc. Il reste dans le cœur de la machine. Et la stratégie à moyen terme d'Emmanuel Macron, c'est d'espérer bousculer la hiérarchie, enfin le rapport de force au sein du Parlement européen avec les prochaines élections et de changer l'alliance, de briser la force du PPE. Et c'est peut-être une des manières de peser contre la CSU, parce que Jean-Louis a rappelé aujourd'hui le retour en force de la CSU au sein de la coalition de CSU-CDU, qui fait pression sur Madame Merkel, qui est quand même plutôt une modérée au sein de la droite allemande. Et donc peut-être contourner la question et rappeler à la CDU qu'elle a besoin d'un partenaire. Jean-Louis Bourlange ?
Moi, je ne vois pas effectivement les choses comme les deux discours comme François Bujon de l'Étang les voit. Je trouve que le discours de Strasbourg était au contraire plus concret en réalité que le discours de la Sorbonne. Le discours de la Sorbonne, c'était l'embarras de richesse. On trouvait tout ce qu'on voulait. Quand on était pro-européen, ils mettaient tout, ils servaient. C'est une sorte de gigantesque Macédoine. Et c'était très bien fait d'ailleurs, mais il y avait un problème de hiérarchisation. Et il y avait à mon avis, une erreur d'analyse, c'est que tant que la France ne fait pas vraiment les efforts nécessaires pour restaurer ses finances publiques, elle ne le fait pas. Elle gère intelligemment une situation très difficile sur le plan comptable, mais on n'a pas encore fait le vrai redressement qui nous rendra la crédibilité vis-à-vis de l'Europe du Nord et vis-à-vis de l'Allemagne. Tant qu'on ne fait pas cela, on n'est pas crédible sur la réforme de la zone euro. On n'est pas crédible, on dit les Français, vous voulez dépenser, etc. Et donc, il a changé. On voit bien que son idée, c'est de changer de priorité et de se mettre sur le problème central qui est, tous les problèmes régaliens, où là, on peut retrouver un accord avec l'Allemagne, qui est obsédée par la perte de sécurité que représente l'instabilité de M. Trump. On retrouve un contact avec l'Italie et l'Allemagne, qui sont l'un et l'autre en situation d'accueil des immigrés. Et là, la proposition que j'avais proposée à M. Oettinger l'autre jour, quand il est venu devant la Commission européenne au Parlement, mais il l'a fait beaucoup mieux que moi parce qu'il l'a appliqué aux collectivités locales, l'idée que dans le cadre financier pluriannuel, qui est le budget à long terme de l'Europe, eh bien, il faudra faire une priorité aux communes qui intègrent des immigrés, des demandeurs de droit d'asile, ce qui évidemment favorisera et les Allemands et les Italiens, donc le Nord et le Sud. C'est très intelligent comme conversion, mais au-delà de cela, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nicole. Je crois que ce discours est carrément tragique. Parce que ce que découvre Emmanuel Macron, c'est que l'Allemagne est profondément divisée. Le problème, c'est pas simplement Orban, c'est le rapport entre Orban et une grande partie de la société allemande. Et ce qui était derrière le discours de Macron, c'est sa solitude peut-être, c'est l'inquiétude. Est-ce que je vais être le seul à défendre cette démocratie libérale ? Rappelez-vous, et je termine par là, Monsieur Obama, en quittant ses fonctions, était allé à Berlin et avait remis à Madame Merkel la clé morale de la défense des valeurs fondamentales de l'Occident. Bien, on voit bien que Madame Merkel est indiscutable sur tout ça, mais qu'elle est extrêmement déstabilisée et qu'il n'y aura pas d'avenir européen. Il n'y aura pas d'Union européenne si l'ensemble des pays de l'Union européenne ne se réunissent pas sur ces valeurs de démocratie libérale qui sont aujourd'hui mises en cause. Le problème hongrois est infiniment plus grave que le Brexit. Le Brexit, c'est une question de souveraineté, mais les valeurs fondamentales sont là. Là, est-ce que nous voulons l'Europe s'est faite sur la reconstitution d'un consensus autour des valeurs démocratiques, du respect du droit, qui avait été bafoué par le fascisme et le nazisme, et le bolchevisme également. On a reconstruit une civilisation là-dessus, et c'est ça l'enjeu. Et de ce point de vue-là, Macron est à la hauteur de l'histoire, mais en même temps, sa position est une position tragique. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Marc-Olivier Padis. Oui, un mot, puisque on a appris la disparition cette semaine de Milos Forman, le cinéaste. Ça me faisait repenser, à mon avis, ses meilleurs films sont ceux de la période où il était encore en République tchèque, Les Amours d'une blonde, et ça me fait penser à tout ce mouvement culturel des années 60 qu'il y a eu dans ces pays de l'Est, justement, à un moment où le couvercle s'est un peu ouvert. Il y a eu tout un cinéma assez extraordinaire à ce moment-là, et tous les cinéastes ne sont pas partis à l'Ouest. Il y avait par exemple un grand cinéaste dont je voudrais rappeler l'œuvre, qui s'appelle Jiří Menzel, qui avait fait des très très beaux films et qui est resté en fait lui de ce côté-là, et malheureusement qui n'a pas donné toute sa mesure. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce que Forman a fait ailleurs qu'en Tchécoslovaquie. Il me semble qu'il a fait mieux que n'importe quel Américain. Avec Air, il a donné une image de la période hippie particulièrement réussie. François Bujon de l'Étang. Je reste en France. Patrick Grinville vient d'être élu à l'Académie française et cette élection coïncide avec la sortie de son livre qui s'appelle « La falaise des fous » au Seuil,
qui est peut-être son livre le plus riche et le plus ambitieux. C'est un roman très substantiel qui se passe à Étretat, d'où la falaise. Et c'est la falaise des fous parce que la folie, c'est celle de la création et que les vrais héros de ce livre, qui a bien entendu une intrigue dont le héros principal est natif d'Étretat, mais les vrais héros de ce livre sont Courbet, sont Manet, et le vrai sujet du livre est la peinture. Il y a peu de romans qui s'efforcent d'entrer aussi profondément dans la technique et dans l'âme de la peinture, avec énormément de couleurs, comme dans les tableaux, et un certain lyrisme. Le livre est d'autant plus riche qu'il couvre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, et qu'il traverse en même temps les funérailles de Victor Hugo, la mort de Guy de Maupassant, l'affaire Dreyfus ou la Première Guerre mondiale dans les tranchées, le tout à la lumière de la peinture de Monet et de la force de celle de Courbet. Nicole Niesotto. Alors, une fois n'est pas coutume, moi je vais parler de science et de médecine avec un ouvrage très intéressant de 2 chercheurs médecins sur les illusions du transhumanisme. Ça s'appelle « Ça va pas la tête » avec en sous-titre « Cerveau, immortalité et intelligence artificielle, l'imposture du transhumanisme ». C'est sorti chez Belin il y a 2 mois et c'est écrit par Jean Mariani et Daniel Tritsch, qui sont 2 médecins praticiens de la Pitié-Salpêtrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour un néophyte comme moi, on apprend premièrement l'extraordinaire progrès de la connaissance du cerveau sur les 50 dernières années. Deuxièmement, l'extraordinaire masse de choses qu'on ne connaît pas encore sur le cerveau et qui restent à découvrir. Et que troisièmement, malheureusement, on ne vieillirait pas très longtemps, pendant 2 siècles, beau et belle, sans maladie, etc. Que tout cela fait partie quand même de très grandes illusions. Donc c'est un livre vraiment très intéressant, très pédagogique, même s'il est un peu désespérant quand on atteint un certain âge. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais saluer l'enquête qui vient de paraître d'Olivier Galland et d'Anne Muxel sur la tentation radicale, une enquête auprès des lycéens. Ce sont 2 excellents chercheurs qui ont fait un travail d'une extrême rigueur. Alors ce n'est pas un livre qui analyse le processus de radicalisation d'un certain nombre de gens, ce n'est pas un livre qui mesure quantitativement la radicalisation. Au contraire, il a créé un échantillon qui valorise des populations à risque pour avoir un échantillon suffisamment abondant pour faire des études, mais c'est un livre qui analyse toutes les formes de radicalisation religieuse, politique, et également cognitive avec la théorie complotiste. Alors c'est un premier pas, ça ouvre vraiment la voie à une recherche, et je trouve qu'il faudrait le compléter par un second livre, une seconde enquête sur quelque chose qui, à mon avis, est au cœur de nos difficultés, qui est la tentation fragmentaire. Pourquoi les sociétés politiques se dissolvent? Pourquoi Small devient de plus en plus beautiful? Je vous remercie. Je vous rappelle donc que vous pouvez nous soutenir, vous abonner sur le site lenouvelespritpublic.fr. Cette émission a été préparée avec Valentin Petit. C'est Nicolas Tourneau qui assure la gestion et l'enrichissement du site. C'est l'arrière-boutique qui procède à l'enregistrement de nos émissions et c'est Nouvelles Écoutes qui nous produit. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre Nouvel Esprit Public. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner autour de vous.